Les algorithmes ne sont jamais innocents, que ce soit pour trier des CV, créer des images ou surveiller des populations. L'intelligence artificielle est loin d'être neutre. Elle reproduit même et parfois amplifie les biais humains, les stéréotypes. Comment empêcher que les discriminations se perpétuent dans la machine? Décryptage ce soir avec Rémi de Michelis. Bonsoir, soyez le bienvenu sur TV5 Monde. De Michelis ou de Michelis? De Michelis. De Michelis, c'était la bonne prononciation. Vous êtes journaliste au groupe Les Échos, Le Parisien, en France, où vous couvrez notamment les technologies. Votre livre a pour titre L'intelligence artificielle, ses biais et les nôtres. Pourquoi la machine réveille nos démons? C'est aux éditions du Faubourg. Alors vous commencez ce livre par une scène de l'épisode Chute libre de la série Black Mirror. Les gens sont notés, en fait, ils sont évalués. Il y a un crédit social. Pourquoi avoir voulu débuter votre ouvrage ainsi? Parce que c'est une scène emblématique de notre époque, emblématique des nouvelles technologies et de la critique des nouvelles technologies aussi. Donc les individus sont notés avec ce qu'on appelle un credit score, une évaluation qui prend en compte vos interactions dans la vie quotidienne, mais aussi vos interactions sociales sur Internet. Et donc ça vous donne droit ou pas à certains services. Là, en l'occurrence, dans la scène dont je parle, c'est l'accès à une place à bord d'un avion. C'est Lassie qui doit aller voir son amie aux États-Unis pour un mariage. Elle ne peut pas monter dans l'avion. Elle s'énerve. Sa note baisse 4,2. Ça tombe à 4,1 points, etc. Elle ne peut pas monter. Là encore, pourquoi ce choix de démarrer ainsi pour montrer un peu, pour donner le là du monde dans lequel on vit et dans lequel on va aller de plus en plus? Parce que là, on est quand même dans une série dystopique. Oui, c'est aussi pour montrer simplement le fonctionnement d'un algorithme. C'est-à-dire que là, elle n'a pas la note nécessaire pour accéder à cette place. Du coup, elle est refusée à bord de l'avion, tout simplement. Alors que quelques heures auparavant, elle avait la note pour y accéder. Et elle vit ça comme une injustice. Et effectivement, on peut se dire que c'est une injustice parce qu'elle est très proche en fait du seuil nécessaire pour obtenir cette place. Donc c'est pour montrer aussi que parfois l'algorithme tranche dans le vif et que c'est une machine en fait qui traite un flux de voyageurs qui reçoit ou non une place à bord de l'avion. Sans discernement, sans une once d'humanité. Alors les mots sont importants. Je disais stéréotypes, on peut dire clichés véhiculés par les algorithmes, parfois amplifiés. C'est quoi la définition du biais ? Alors, le biais, classiquement, en mathématiques, ça se définit comme l'écart entre la valeur attendue et le résultat. Ça veut dire qu'il y a déjà une valeur qui est attendue. Donc, on a un certain biais d'approche, en fait. Et c'est comme ça, plutôt que je le perçois, le biais, c'est un biais d'approche. B-I-A-I-S, et pas biais, biais. C'est ça, mais on en parle beaucoup aussi dans l'intelligence artificielle parce qu'ont été constatés des biais discriminatoires à l'encontre de personnes noires, de femmes ou de personnes handicapées. Et donc c'est cet aspect-là aussi qui m'intéressait beaucoup de traiter dans ce livre. Comment s'opère la discrimination sur les exemples, par exemple, que vous venez de citer en fonction de la couleur de peau, des origines? Pourquoi ? Alors, on a commencé à parler beaucoup des biais discriminatoires à partir de 2018 et une étude de Timnit Gebru et Joy Boulamouni sur la reconnaissance faciale qui montrait que la performance des algorithmes de reconnaissance faciale est moindre, dans des proportions assez importantes, pour les femmes noires et qu'elle était au top pour les hommes blancs. Donc c'est ce type de biais-là dont il est question, mais ça peut aussi être des biais lors d'un recrutement. Par exemple, Amazon avait essayé de mettre en place un algorithme de tri de CV pour sélectionner des personnes, des nouvelles recrues, sauf que les ingénieurs se sont rendus compte que les femmes étaient systématiquement écartées. Et elles étaient écartées non seulement quand on prenait en compte dans l'algorithme le genre de la personne, mais aussi quand on évacuait le genre de l'équation. C'est-à-dire que l'algorithme retrouvait le genre et évacuait à nouveau les femmes avec ce qu'on appelle des proxys, des variables de substitution. Et comment expliquez-vous que même pour trier des CV, quand on parle d'emploi et de recrutement, l'intelligence artificielle reproduit parfois ces biais humains ? Eh bien parce qu'on demande aujourd'hui à l'intelligence artificielle de trouver des règles par elle-même en fonction d'une grande masse de données qu'on va lui donner pour son apprentissage. Donc on lui donne ce qu'on appelle le big data en entrée et l'intelligence artificielle, l'algorithme est censé trouver la meilleure manière de donner une solution en fonction de cette base de données. Mais si dans cette base de données, pour le recrutement par exemple, vous n'avez que des hommes blancs, eh bien, vous n'aurez pas de femmes noires pour la sélection des profils lors du tri de CV. Et parfois c'est faux si on regarde la réalité. Vous prenez par exemple l'exemple, je crois, des juges aux États-Unis, où dans les algorithmes c'est quoi? C'est 2-3%, alors qu'elles sont 34% de femmes juges aux États-Unis. Tout à fait. C'est une expérience qui a été menée sur l'algorithme Stable Diffusion
si je me souviens bien. Ouais. Et oui, effectivement, on observe des écarts, c'est-à-dire que l'algorithme non seulement reproduit le biais inhérent à la société, mais en plus de ça, il le surpondère, c'est-à-dire qu'il va le renforcer. Il y a un effet multiplicateur. Vous prenez aussi à un moment donné un exemple de photo de mariage, ça peut paraître anodin. Est-ce que vous pouvez nous expliciter cet exemple? C'est quoi? Je suis face à mon écran, je cherche des photos de mariage, donc sur un moteur de recherche, on va taper photo de mariage, c'est bien cela? Que va-t-il se passer? C'est ça. Eh bien, alors je donne un exemple dans le livre qui constitue à identifier des photos de mariage, effectivement. Et on s'est rendu compte que cet algorithme fonctionnait très bien sur des mariages type chrétien, anglo-saxon ou européen, mais beaucoup moins bien sur des mariages pakistanais ou éthiopiens. Tout simplement parce que dans la base de données qui a servi à entraîner la machine, il y avait beaucoup plus de photos provenant de pays européens ou de pays anglo-saxons. Au point que plus de 50% des clichés viennent de deux pays, États-Unis, Royaume-Uni. Tout à fait. Mais il y a un hic, c'est que l'Éthiopie que vous avez cité est un pays majoritairement chrétien. Tout à fait. Et alors quand les ingénieurs ont essayé de savoir ce qui posait problème à l'algorithme, ils ont utilisé ce qu'on appelle une carte de science pour définir les zones qui avaient été le plus déterminantes pour l'algorithme. Et ces zones-là étaient focalisées sur le visage. Donc ils ne le disent pas, ils ne l'écrivent pas, mais ce qu'on comprend, c'est que en fait, les traits du visage et potentiellement la couleur de peau peut avoir aussi une influence sur des algorithmes de ce type. Mais est-ce que c'est la même chose si je suis à Washington et à Addis Abeba? Parce qu'on pourrait se dire que si on est à Addis Abeba, le résultat n'est pas le même, ou c'est vraiment le même? Si l'algorithme a été entraîné avec les mêmes données, on aura le même résultat en sortie. Alors, une étude menée par des chercheurs américains montre aussi que ces modèles d'intelligence artificielle, ils tendent à évaluer négativement l'intelligence et l'employabilité des locuteurs de l'anglais utilisé par des Afro-Américains par rapport à ceux qui utilisent un anglais standard. Comment est-ce qu'on peut intervenir pour empêcher ce genre de discrimination? Alors il y a plusieurs manières de corriger ces biais. On ne corrige jamais totalement les biais parce qu'on a toujours des biais d'approche. Mais les biais discriminatoires, bien sûr, il faut s'attaquer à ce problème. Et il y a plusieurs façons de le faire. La première façon la plus évidente, c'est d'avoir une meilleure base de données, plus représentative. Mais il ne faut pas juste qu'elle soit représentative de la population. Parce que si vous avez 2% de femmes dans votre entreprise, ce n'est pas parce que vous avez 2% de femmes dans la base de données d'apprentissage que l'algorithme va moins les discriminer. Ouais. Il faut qu'elle soit surpondérée, en fait, si on veut réduire la discrimination. Et ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est avoir des équipes de conception et d'audit des algorithmes aussi qui sont plus diversifiées, tout simplement parce que les personnes qui subissent les discriminations sont aussi plus sensibles à ces discriminations et peuvent les déceler dans les algorithmes plus facilement. Et puis, il y a aussi une autre question à se poser, c'est quel est l'objectif de la machine? Voilà. Et j'aimerais vous entendre sur Gemini. Gemini qui appartient à Google, hein, c'est bien ça. Il y a une affaire assez retentissante, en tout cas, qui a beaucoup fait parler. L'exemple a été largement relayé. Que s'est-il passé? Il y a quelques mois, ce logiciel a généré des images de soldats allemands, on est en 1943, en intégrant des femmes, des visages asiatiques ou à la peau noire. Que nous dit cette affaire, selon vous? Alors justement, ça c'est peut-être une bonne intention qui a été mal interprétée par la machine. C'est-à-dire que les ingénieurs ont conscience aujourd'hui de ces problématiques. Et de la nécessité de la diversité. Voilà, de la nécessité de la diversité. Et le problème, c'est qu'ils vont intégrer de la diversité même là où elle n'a pas lieu d'être, donc typiquement sur ces images de nazis. Alors vous puisez dans des recherches récentes en sciences, mais vous empruntez aussi à la philosophie notamment. Vous dites que ces biais, en fait, bons ou mauvais, ils restent nécessaires à la connaissance. Qu'entendez-vous par là? Bien, de toute façon, on a des biais d'approche. Déjà, on hérite d'une histoire, d'une tradition. Donc, on pense avec des catégories qui appellent d'autres catégories, qui appellent d'autres catégories, et qui sont culturellement situées. Donc, de toute façon, que je le veuille ou non, je vais avoir un biais d'approche sur tout un tas de questions. On en a tous. Voilà. Et en plus de ça, il va aussi, ne serait-ce que de savoir quelle est la question qu'on se pose. Définir quelle est la question qu'on se pose, quel est le problème qu'on veut régler, ça permet aussi de savoir quel biais on va adopter. Alors, il y a aussi la question, évidemment, de l'histoire sur laquelle vous revenez. Vous parlez notamment d'un mathématicien persan qui a donné son nom à algorithme, hein, du latin algorithmie. Qu'est-ce qui vous a amené, vous, à nous alerter aujourd'hui sur ces questions précises des algorithmes? Parce qu'on a beaucoup parlé de ChatGPT. Comment vous situez-vous ce débat disruptif de ChatGPT dans votre domaine de recherche? ChatGPT fonctionne aussi sur un algorithme, donc GPT 3.5 ou 4 pour la version payante. Et
J'ai eu envie de traiter ce sujet parce que je trouve que journalistiquement, il y avait quelque chose à creuser, que c'était pas forcément facile d'appréhender ce sujet pour le grand public ni pour moi-même. D'ailleurs, à la base, je m'intéressais à l'intelligence artificielle, mais je n'étais pas spécialiste du tout. Et ce travail est le fruit de travaux de recherche aussi, puisque c'était une thèse à l'origine qui a été adaptée pour le grand public. Ouais. Et donc oui, c'était... La thèse, c'est l'intelligence artificielle, ses biais et les nôtres. Pourquoi la machine réveille nos vieux démons? Ça, c'est le titre, pardon. Enjeux éthiques de l'apprentissage automatique et du big data. C'est donc ce livre que l'on conseille de lire. Pourquoi la machine réveille nos démons, intelligence artificielle, édition du Four. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Merci.